Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée et bienvenue dans cette vidéo du top 10 des meilleurs films de 2017. Donc voilà, c'est la fin de l'année, on fait un peu le bilan des meilleurs films, des films que j'ai préférés. Donc c'est évidemment un top totalement subjectif. Vous allez voir, c'est pas un top qui correspond exactement aux notes que j'ai données durant l'année, parce qu'il y a certains films qui perdent avec le temps, d'autres qui gagnent avec le temps. C'est assez aléatoire, voilà. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec le numéro 10, Alien Covenant. Alors Alien Covenant, la majorité des gens ont détesté, je connais très peu de gens qui défendent ce film, et je suis plutôt fier d'en faire partie, ça me fait très plaisir. C'est un film que j'ai adoré sur le moment, que j'ai trouvé vraiment très bon, et que j'ai encore plus aimé après avoir vu tous les aliens, et surtout après m'être un peu renseigné sur le Ridley Scott du moment. Donc c'est un film que les gens aiment pas parce qu'ils considèrent que les personnages sont débiles, et font des actions de merde, et sont cons comme pas permis. Et j'ai un peu envie de vous dire que c'est le principe du film en fait. Voilà, donc il y a beaucoup de choses ce que j'adore dans ce film, c'est le fait qu'il est allé à totalement ailleurs de là où tout le monde voulait qu'il aille. C'est-à-dire qu'il a fait un film Alien, et il n'y a pas beaucoup l'Alien, tout le monde dit que ça aurait pas dû s'appeler Alien. Il a fait un film Alien, mais il n'y a pas vraiment d'épouvante, et la manière dont l'épouvante est traitée, c'est assez particulier par rapport à l'ancien Alien. Il a fait un film Alien où on voit beaucoup l'Alien. Il a fait un film Alien où au final le personnage le plus intéressant c'est un robot et c'est même le méchant du film, c'est pas du tout l'Alien. Il a fait un film Alien où les personnages humains sont cons comme pas permis. Bref, beaucoup de choses qui font que ça dénote un peu avec la saga Alien, même si pour avoir fait des rétrocritiques Alien cette année justement, je me suis rendu compte que la saga Alien n'était pas quelque chose d'hyper cohérent, enfin très cohérent, mais à la fois très différent. Enfin, tous les films se ressemblent pas du tout et racontent pas la même chose de la même manière. Donc pour moi, celui-là, je l'ai trouvé très intéressant dans sa manière, surtout d'orienter la saga Alien vers quelque chose de totalement inattendu, notamment avec cette fin, voilà, mais surtout avec ce personnage de David qui est fascinant, que je trouve mais fascinant. C'est pour moi un des meilleurs méchants actuels dans l'histoire du cinéma. C'est un personnage mais génialissime que je trouve parfaitement interprété par Fassbender et qui colporte mais énormément de thématiques qui me fascinent. J'adore la manière dont il introduit le mythe d'Alien dans ce film-là. Voilà, le fait que l'alien, je vais pas trop spoiler, j'ai pas envie de spoiler, mais la manière dont on parle de l'alien dans ce film-là et ce que ça raconte sur l'humain, je trouve ça mais glaçant. Et en fait, c'est aussi la vision de Ridley Scott qui est quelqu'un d'extrêmement nihiliste et de misanthrope à l'heure actuelle sur ses films. Alors, à part Seul sur Mars, qui est un peu son rayon de soleil récent, tous ses derniers films sont glaçants et froids et horribles avec les humains. Et ce film ne fait pas. Ne diverge pas de ça, quoi. C'est vraiment. Ne fait pas exception. C'est un film où les humains sont bêtes, ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils essayent de faire. Et par contre, le seul truc, c'est que les humains sont dépassés par leur création, tout en pensant que leur création est quelque chose qui leur doit éternellement quelque chose. Donc voilà, il y a énormément de choses dans ce film, en plus d'être magnifique en termes de plans, de cadrage, de lumière, d'éclairage, de décor. J'ai trouvé un film très très beau. J'ai eu des séquences qui m'ont vraiment pris au trip. La séquence avec le truc qui sort du dos dans le vaisseau, c'est assez voilà, ça reste il y a des éléments de Survivor et de slasher qui m'ont plu, mais le propos métaphysique n'est pas subtil, mais je le trouve passionnant. Voilà, donc c'est Ridley Scott à l'heure actuelle. Beaucoup de gens le décrient, beaucoup de gens le détestent. Et moi, je suis un de ces rares défenseurs. Donc écoutez, j'hésite pas. Et je mets Alien Covenant 10 de mon top, en sachant que beaucoup de gens vont le mettre dans leur flop. Et je le mets pas pour ça, mais quand même un peu. Je le mets parce que je considère que cette année, il fait partie de ces films qui vont gagner avec le temps et qui risquent un jour d'être évalués comme étant un super film. Là où il s'est fait chier dessus à la sortie, quoi. Numéro 9, alors là, on va clore le débat, hein. C'est Star Wars The Last Jedi, donc j'en ai énormément parlé, hein. J'ai fait une vidéo, une critique dessus, j'ai fait la vidéo avec le gars, avec les cousins du cinéma, Reg et Valo Atworks dessus. On en a beaucoup parlé, et en fait, plus j'en parle, je suis passé par plusieurs phases. Je suis passé par sortie de la salle, mitigé plus, j'ai commencé à baisser en entendant les critiques, les gens qui me disaient que c'était de la merde, j'ai commencé à les croire, et maintenant, en fait, après vraiment une grosse semaine de réflexion,
il est remonté grave. Et en fait, je trouve que ce film a des énormes défauts. Voilà, ça reste pas un film parfait du tout. Le passage de Finn est nul. Il y a petites incohérences, des personnages qui sont pas. Il y a un vrai problème de rythme au niveau du cœur du film, mais moi ce qui me fascine c'est la manière dont il manipule la saga Star Wars et ce vers quoi il va, ce qu'il fait, ce rapport à la déconstruction, ce rapport au regard vers l'avenir vraiment c'est vraiment un passage de témoin à une nouvelle génération. Et en fait ce dernier plan que beaucoup de gens ont vu comme une pub, voilà, une pub Disney pour Star Wars en fait, c'est vrai que ce dernier plan a quelque chose de génial en fait. Et là, ça m'a heurté récemment. Je me suis dit que ce dernier plan avec ce. Ah putain, faut que je spoil alors. Faut que je spoil ce dernier plan si je veux en parler. Putain, ça me fait mal. Bah écoutez, je mettrai un timecode, mais je vais spoiler le dernier plan de Star Wars, The Last Jedi, si vous l'avez pas encore vu. Voilà, vous pouvez passer jusqu'au spoil. Ce dernier plan, c'est donc un gamin qui manipule la force, qui regarde les étoiles. Et en fait, je me suis dit que oui, en fait, c'est ça. Ryan Johnson nous emmène à un point où il nous suffit juste que la force soit avec nous, qu'on regarde les étoiles et qu'on ait envie de rêver à une révolution, quoi. Et en fait, c'est ça, ouais, c'est ça. Tout le film nous amène à ça, à nous dire juste, mais on croit en Star Wars, on croit en la force, on y croit vraiment, on a envie d'y croire, on est des fans, mais faut que ça pète, quoi. Faut qu'on voit autre chose, faut qu'il y ait autre chose on regarde les étoiles et on espère que la guerre des étoiles va réapparaître face à nous, quoi. Et en fait, c'est ça qu'il veut faire Ryan Johnson. C'est arrêter parce que tous les débats que j'ai eu avec les gens sur Internet depuis le début, c'est horrible. En fait, personne n'est d'accord. Mais personne n'est d'accord sur rien. C'est-à-dire que, à part que le Retour du Jedi est le meilleur, l'Empire contre-attaque est le meilleur. Sinon, tout le monde est. Il y en a qui adorent la prélogie, d'autres qui la détestent. En fait, tu sais même pas quel argument choisir. Il y en a qui disent que le 7, c'est un remake du 4, mais que là, le 8, il est trop différent. Qu'au final, alors voilà, il y a des défauts, je dis pas, mais cette proposition, en fait, le gros défaut du 8, c'est qu'il soit pas le premier film de la trilogie et qu'il y ait le 7 avant et qu'en fait les deux soient pas un seul et même film plus court qui condense tout ce qu'ils essaient de mettre. Parce que il déconstruit le 7, mais il déconstruit tout et il tend vraiment un regard vers autre chose, vers une nouvelle génération, vers quelque chose de nouveau, quelque chose de l'inconnu de Star Wars. Et on va arrêter de manipuler toujours les mêmes personnages, toujours les mêmes lignées de famille. Voilà, non. Là, Rey, c'est quelqu'un qui vient de nulle part et on va vraiment on va aller vers ces gens-là, vers les gens qu'on ne connaît pas, les anonymes qui vont jaillir de la force. Bref, je trouve le message mais extraordinaire en fait. Je trouve le message du 8 vis-à-vis de ce qu'il représente pour Star Wars hyper fort. Et moi en fait, il me donne tellement envie de voir la suite. Voilà, avec du recul, il me donne mais tellement envie de voir la suite, quoi. Pour moi, il m'a redonné. Et j'ai pas pris un kiff en mode jouissif de Star Wars parce que je trouve que le film a des défauts, mais en termes de ce qu'il représente, je trouve que c'est quasiment un des plus beaux Star Wars, quoi. Ouais, je trouve que c'est vraiment. Je finis ce film en me disant, mais ouais, il a réussi pour moi à rallumer la flamme Star Wars en moi, là où elle avait été éteinte par l'attaque des clones, quoi. Parce que voilà, il a remis les choses au point, il a une notion de la force que j'adore. Voilà, bon, de toute façon, j'ai déjà fait 10 milliards de vidéos dessus. J'ai hésité longtemps avant de le mettre dans mon top. J'ai viré le roi Arthur, la légende du roi Arthur pour le mettre, alors que j'avais kiffé la légende du roi Arthur, mais je l'ai vu une deuxième fois, il perd beaucoup à son deuxième visionnage. Et je trouve que Star Wars, voilà, pour être honnête avec moi-même, c'est un film qui m'a fasciné, Star Wars, cette année. C'est le film qui m'a fasciné en termes de ce qu'il représente culturellement, de la manière dont il manipule son propre mythe. C'est génial, c'est génialissime. Et finalement, c'est vrai que ce dernier plan est hyper important. Numéro 8, un film français, Le Sens de la Fête. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de films français qui m'ont vraiment plu cette année. Et je me devais de mettre Le Sens de la Fête parce que je trouve que c'est un très bon film feel good, très bien fait. Voilà, Toledano et Nakache manipulent très bien leur cinéma. Ma critique est plutôt. Je suis plutôt contente de ma critique dessus. Donc, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas vu ma critique. C'est vraiment un bon film qui te fait passer par plusieurs phases, plusieurs émotions, très bien rythmé. Les personnages jouent très bien. Il n'y a pas beaucoup de défauts, en fait. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Le seul défaut que j'ai à reprocher au film, c'est qu'ils sortent pas trop de leur zone de confort en termes de genre et de ce qu'ils proposent, Nakache et Toledano. Mais quand c'est bien fait, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que ça fait plaisir de voir des mecs s'éclater à faire un cinéma de qualité, avec des acteurs de qualité qui racontent une histoire de qualité de manière efficace. Voilà, quand deux mecs maîtrisent bien leur cinoche et font un film qui maîtrise bien, je dois le saluer.
J'ai hésité à le mettre aussi dans le top. Je me suis dit, mais oui, bah, c'est populaire, ça fonctionne bien. Écoute, si c'est du cinéma qui parle à tout le monde, il y a pas de honte à mettre ça dans son top si t'as aimé, quoi. Donc, euh, donc je le mets huitième parce que je trouve vraiment qu'il mérite largement sa place dans ce petit top. En numéro 7, un autre film français, je vais mettre Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Donc là, on est sur un niveau très, je trouve très très haut de réflexion sur le cinéma. C'est un film donc sur Godard qui est très 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 fort. Franchement, dans la manière dont Hazanavicius a compris Godard, dans la manière dont il le retranscrit à l'image, dont il utilise Godard pour se moquer de Godard et à la fois pour sublimer Godard, c'est hyper fort en fait dans la maîtrise du cinéma, des codes cinématographiques, de la réutilisation des codes de l'un pour en parler. Enfin, ça fourmille d'idées. Il y a des idées à chaque plan, chaque séquence a une idée. L'interprétation est hyper solide. Et en fait, ce qui me fascine moi dans ce film, c'est donc que c'est une adaptation d'un bouquin de la demoiselle qui joue dedans, de Anne, je sais plus comment elle s'appelle. Bref, c'est de ce rôle-là. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que c'est un biopic donc, qui se vend comme étant plus ou moins l'histoire de Godard, quoi, mais c'est ouvertement une fiction. Voilà, c'est-à-dire que tu vois le film, tu peux pas te dire que c'est ça vraiment toute la fantaisie d'une fiction en termes de, enfin c'est vraiment fantasque quoi. Tu peux pas dire que c'est réellement ce qui est arrivé dans les événements. Enfin, voilà, il y a par exemple un gimmick où il pète ses lunettes, il y a une scène où ils sont à poil où il parle à la caméra, il fait des apostrophes. Enfin, oui, on est clairement dans un film qui utilise des gimmicks de cinéma qui font que t'as pas l'impression d'être face à un biopic, un peu comme l'était Gainsbourg à l'époque, une vie héroïque, où, voilà, où t'es face à un biopic, où on te raconte la vie d'un mec, mais tu sais que les événements qui arrivent sont pas forcément la réalité. Et à la fois, il y a une espèce de logique et de cohérence t'as l'impression qu'il a totalement compris le personnage de Godard et que pour moi, ce qui arrive dans ce film, c'est pour moi c'est la vérité en fait. Ça qui est fort, c'est que je sais que c'est pas la vérité, mais ça n'a pas ça n'essaye même pas d'avoir la prétention de dire que c'est la vérité, mais je trouve que ce qui est raconté est tellement véridique et tellement crédible et tu te dis mais oui moi je me suis dit c'est totalement comme ça que Godard a vécu ce passage-là, quoi. Ce moment de sa vie, tout le moment après la chinoise et mai 68. Et, mais pour moi, c'est criant de. Tu vois, tu tombes face à un film qui est pertinent, quoi. Qui est hyper pertinent avec son sujet et qui le sublime et qui est à la fois un hommage et à la fois une vraie critique, une vraie réflexion. Enfin, ça a beaucoup de niveaux de lecture. Je pense que je l'ai vu qu'une fois, mais je pense que je vais me le revoir plusieurs fois. Je vais me le revoir après avoir revu tous les Godard avant. Enfin, c'est un film qui m'intéresse à mort. Je suis quelqu'un de cinéphile et c'est un film qui parle de cinéphilie, qui parle du fait de voir la vie à travers le cinéma. Et voilà, donc c'est vraiment un super film. Hazanavicius, c'est un réalisateur qui est génial. Qui est pas qui est génial. Moi j'adore les OSS et je trouve que là-dessus il a réussi à faire un film qui est à la fois drôle, à la fois intelligent, à la fois divertissant, qui fait réfléchir, l'interprétation de Lou Garrel que j'aime pas du tout est géniale. Enfin voilà, c'est un film qui m'a vraiment surpris, je m'attendais pas à aimer autant. Et je trouve que Le Redoutable, ça mérite pour moi d'être le meilleur film français de l'année, s'il n'y en a pas d'autres dans le top, mais surprise, vous verrez. Voilà, donc ainsi va la vie, à bord du Redoutable. Alors numéro 6, c'est un film que je n'ai pas vu au cinéma, mais qui est sorti au cinéma, c'est Split. Split de M. Night Shyamalan, le grand retour de M. Night Shyamalan. Non mais voilà, je trouve que c'est un film à l'ambiance sublime, hyper... enfin, il m'a tenu de bout en bout. Je l'ai vu chez moi et j'étais hyper dedans. Je trouve que l'interprétation de James McAvoy qui joue un mec qui a plusieurs personnalités, qui kidnappe des gamines, il m'a scotché. Je trouve le scénario hyper limpide, simple, efficace. Tu sais pas où ça va aller et à la fois quand ça y va, ça paraît évident. Voilà, après on va parler je vais pas parler du twist, le twist qui est génial, qui est du génie, c'est juste du génie de bah voilà, quand t'arrives à ce plan-là, tu fais putain mais t'es un niveau qui est rarement atteint dans le cinéma en fait. Là t'es en train de proposer un truc qui a rarement été fait et de le faire de cette manière-là, c'est hyper fort. J'ai retrouvé le Shyamalan que j'aime avec très peu de moyens de nous faire un film que je trouve mais superbement réalisé en plus. Le mec a un sens du cadre, un sens de la mise en scène, de l'utilisation des plans. Il en fait pas des milliers, mais à chaque fois ça raconte un truc. Et j'adore la comédienne principale, totalement oublié son nom, Marie quelque chose, qui jouait dans The Witch, que je trouve mais excellente. Excellente dans ce que ça raconte.
ce rapport aux êtres brisés. Enfin, c'est hyper dur en plus, ce que ça raconte, c'est hyper plombant, mais c'est hyper divertissant en te racontant des choses horribles. Donc Night Shyamalan, c'est un réalisateur que j'adore, hein. Moi, Incassable et le sixième sens, surtout Incassable, c'est pour moi un des films les mieux réalisés de tous les temps, et je pèse mes mots. Et là, sur ce film-là, bah, il y a rien à dire. Je trouve qu'il a pas retrouvé encore son niveau de Incassable, mais il retrouve vraiment son cinéma. Il est plus à se perdre à faire des trucs comme After Earth ou ce genre de trucs. Moi, j'adore La fille de l'eau aussi. Je fais partie des rares personnes qui adorent ce film. Donc voilà, bah écoutez, je trouve qu'il mérite largement sa place dans ce top pour plein de raisons. Et en tout cas pour le fait d'avoir reproposé un vrai bon film de genre à petits moyens, mais où le manque de moyens ne se voit pas. Et l'efficacité du film prévaut devant tout. Et l'interprétation est magistrale et bourrée d'idées, quoi. Donc voilà, donc Split largement présent dans ce top. Numéro 5, un autre film de genre un peu une veine similaire, Grave, de Julia Ducournau. Ducournau, je crois, j'ai pas envie de dire mal son nom. J'ai fait une critique à l'époque, j'avais adoré. Écoutez, je l'ai pas revu depuis, mais j'ai adoré. Je trouve que c'est un vrai film de genre français viscéral. Il m'a mis super mal à l'aise à plusieurs moments. Donc ça, dans sa volonté de bouger, de provoquer, il y arrive très très bien. À la fois, c'est un vrai film drôle, un vrai teen movie, campus movie, qui arrive très bien. J'ai trouvé le propos, c'est un film hyper parabolaire avec énormément de métaphores potentielles possibles. Pour moi, c'est le film le plus féministe de l'année. Et bon, vu que je suis un mec et que je dis ça, ça n'a aucune valeur. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment un cri de pouvoir pour les femmes, une espèce de vraiment un film. Un film coup de poing, non, je n'aime pas cette expression, mais un vrai film qui est là à crier, mais regardez-nous, on est important. Enfin, putain, je reprends exactement les tweets de Marv. Mais désolé, hein, mais j'ai lu un tweet qui disait ça, et c'est vrai que je trouvais ça hyper pertinent sur le film. Mais oui, c'est un film que j'ai trouvé à la fois hyper imprévisible et totalement cohérent, quoi. Vraiment, tu regardes le film, tu sais pas où ça va aller, et quand ça y arrive, en fait, tu fais putain, mais c'était évident que ça allait vers ça, et c'était imprévisible. Génial, j'ai adoré plein de propos qui sont trop chocs, plein de thématiques. Voilà, donc hyper bien interprété, enfin vraiment une interprétation super forte. Tous les personnages fonctionnent, sont hyper incarnés. Voilà, je peux que le recommander, et pour moi il mérite d'être cinquième, et c'est clairement le meilleur film français de l'année. Voilà, il y avait Dupontel qui aurait pu avoir le titre, mais moi Dupontel, j'avais lu le livre, et donc émotionnellement j'ai pas réussi à être autant impliqué que dans Grave, où là j'ai pris le truc comme une énorme baffe dans la gueule. Donc franchement, c'est mon film français préféré de l'année, et surtout pour moi il va forcément avoir le César du meilleur premier film. Je l'espère en tout cas. Voilà, vous l'aurez entendu dans cette vidéo, je l'espère. Numéro 4, encore un film de genre. On a une belle triplette de films de genre dans mon top. Get Out de Jordan Peele. Alors, ma critique, je pense que c'est ma meilleure critique de l'année. C'est celle où je pense avoir le mieux cerné le film et être le plus limpide sur le film. Donc je vous invite vraiment à aller voir ma critique, parce que voilà, je me jette pas des fleurs, mais faut avouer que je pense que j'ai très bien cerné le film. Et en plus, tout ce que j'ai pu lire après sur le film, parce que moi quand je vais voir un film, j'essaie d'en savoir le moins possible en fait, confirmer vraiment tout ce que j'ai pensé, c'est énorme pour moi. C'est vraiment réussir à avoir un propos social, un propos sur le racisme hyper immersif, quoi. Tu vis vraiment une expérience, et à la fois tu as des réponses de genre, et c'est ça que je trouve génial en fait, c'est de te présenter une problématique dans un premier temps, et après de pas t'y répondre, en fait de t'avoir juste laissé gamberger, et de te répondre à tout ça par du cinéma de genre, par de la SF, hein, par des choses qui sont aberrantes, mais qui sont du cinéma, quoi. Et c'est ça le cinéma, c'est pas forcément de donner des réponses, c'est de provoquer des questionnements. Et je trouve que ce film fait ça de manière magistrale, avec la fin qui est parfaite. Même si c'est pas la première fin qu'il a tourné, Jordan Peele, il en a tourné une autre. Mais justement, j'ai lu une interview où il explique que justement, le fait, il s'est dit qu'en fait, tout était dit dans la fin qu'on a eu au cinéma. Il a eu raison. Pour moi, tout avait été dit. Il n'avait pas besoin d'aller dans autre chose, parce que il y a un plan qui résume tout ce qu'il voulait raconter avec une fin, et qui à la fois fait qu'on n'est pas frustré en sortant du film. Enfin bref, l'interprétation est géniale. C'est un film qui est sur une ligne hyper délicate, qui est entre la comédie, qui est entre le film de genre, le film horrifique, enfin le film de SF, le nanar. Enfin, il y a vraiment sur cette espèce de ligne
hyper fine et le film est sur un équilibre hyper précaire, mais il tient magistralement debout. Et je trouve que c'est grandiose. Donc un énorme film, donc encore un film de Bloom, deuxième film de Bloom dans mon top après Split. Mais il faut avouer que quand le film de genre arrive à être social, immersif, prenant, divertissant et bien fait, bah moi ça me transporte. Et là franchement ça faisait partie de mes expériences de cinéma préférées de cette année, donc rien à dire, rien à dire. Alors numéro 3, c'est un film Netflix, et là vous vous dites tous, ah il a kiffé Okja, et non c'est pas Okja du tout, Okja j'ai pas adhéré à plus que ça je dois avouer, non c'est un film, c'est Jim and Andy, qui est un making-of documentaire qui a été fait sur le film de Milos Forman, Man on the Moon, donc qui parle de Andy Kaufman, qui est un humoriste américain. Alors, ce qui est génial, c'est que moi, j'ai pas du tout vu Man on the Moon, et en plus, je ne connais pas Andy Kaufman. Donc, c'est un making-of d'un film que j'ai pas vu sur un humoriste que je n'ai pas vu. Donc, j'aurais pu être totalement largué dans ce film, et en fait, ce film m'a mis une claque intersidérale. Alors, voilà, ça fait partie de ces films qui, pour moi, ces documentaires qui sont touchés par une espèce de grâce et qui en deviennent surtout plus improbable que la réalité, où chaque événement du film te fait dire mais c'est pas possible, putain, ça n'a pas pu arriver ce truc. Et ça va de carrément si là dans les événements. C'est génial, donc c'est un making-of du film de Milos Forman où Jim Carrey interprète Andy Kaufman. Et en fait, Jim Carrey t'explique dans ce film-là, parce qu'il y a une interview de Jim Carrey à l'heure actuelle qui parle des images qu'on voit il y a 20 ans, parce qu'en fait, les images sont restées pendant 20 ans dans son bureau, c'est ce qui est plus ou moins dit. Donc on a des images de 1997 sur le tournage du film, et on a Jim Carrey actuel qui commande ces images, grosso merdo. Et Jim Carrey t'explique qu'en fait, il a été sur son balcon avant de commencer le tournage, et il a appelé Andy Kaufman qui est mort, qui est mort depuis qu'il était mort, et en 2 mots, il t'explique que Andy Kaufman est venu et l'a possédé. Donc il a fait le tournage en jouant Andy Kaufman, en étant possédé par Andy Kaufman, et à la fois il y croit, et à la fois on sait que c'est pas vrai. Enfin, il y a plein de, c'est une espèce de jeu où tu sais pas trop à quel moment il y croit ou pas, mais en tout cas pendant tout le tournage, lui il n'a été que Andy Kaufman, quoi. Il ne sortait jamais de son personnage, et donc on voit ces images d'archives sur le tournage, on voit les gens qui regardent, qui comprennent pas ce qui se passe. Et ce qui est génial, c'est qu'Andy Kaufman, c'est un personnage incernable, mais incernable, et Jim Carrey a réussi à cerner son incernabilité et à réussir à le retranscrire au point que les gens de la famille d'Andy Kaufman avaient l'impression d'être avec Andy Kaufman, quoi, quand ils étaient à côté de Jim Carrey. En plus, Andy Kaufman, c'est un mec qui s'est créé un alter ego qui s'appelle, j'ai oublié le nom, de Tony Clifton, qui est un mec, un gros mec grossier qui fait que des bides, qui fait des blagues pas drôles, enfin, qui est lourd au possible, et donc il devenait Tony aussi, dit Jim Carrey. Enfin, c'est un voyage au cœur de la folie d'un comédien qui va au fin fond de lui-même pour habiter un rôle, et qui se retrouve à se perdre lui-même et à plus savoir qui il est, et en fait ça m'a retourné, quoi. Et pourtant j'ai pas vu Man on the Moon, et je ne savais pas qui était Andy Kaufman, donc c'est pour dire à quel point le film arrive à être à la fois didactique, à la fois hyper clair sur tout ce que ça raconte, et passionnant, quoi. Donc c'est un documentaire, hein, mais moi j'adore ces documentaires où vraiment tu te dis mais tu fais un film là-dessus et tu y croirais pas, quoi. Et ce qui est génial, c'est que maintenant je vais découvrir Man on the Moon, j'aurais pas la première surprise du visionnage avec voilà ce que le film raconte de manière premier visionnage, mais par contre j'aurais le visionnage en me disant putain, mais Jim Carrey était habité par Andy Kaufman à ce moment-là, et tout ce que ça veut raconter en plus sur Andy Kaufman, ouais, c'est fou, il y a trop de dimensions à ce film. Enfin, je vais me le revoir, ça va être énorme, c'est une énorme claque. Mais moi, les films qui parlent de films, déjà, j'adhère de base. Et celui-là qui parle de la folie, qui parle de Jim Carrey qui t'explique, qui revient aussi sur sa carrière et tout. Enfin, c'est un idole, hein, Jim Carrey. Enfin, c'est le mec qui m'a fait le plus rire de mon enfance. Enfin, moi, Ace Ventura et Ace Ventura en Afrique, c'est 2 films qui j'ai pleuré de rire plusieurs fois, enfin des milliers de fois. Je les ai vus plein de fois, donc voilà, c'était hyper. Ça m'a happé, quoi. C'est vraiment un film qui m'a happé et qui est totalement barré. Et en fait, ce que je trouve génial, je m'étends un peu sur celui-là parce que j'en ai pas du tout parlé. Ce que je trouve génial avec ce film, c'est aussi le fait qu'il y ait ce délai de 20 ans, en fait. Et à l'heure actuelle, où on est dans une espèce d'immédiateté constante, avec Twitter, avec le fait qu'on a des réactions directes, on a les DVD qui sortent, les commentaires audio, les making-of des films, enfin,
tout est analysé immédiatement. C'est-à-dire que voilà, Justice League, 3 jours après qu'il sort, on savait déjà quelles étaient les séquences réalisées par Zack Snyder et quelles étaient les séquences réalisées par Joss Whedon. Tu vois, tout est immédiat maintenant. Et là, d'avoir un film où en fait on voit un mec, on lève le voile sur quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, qui a été gardé sous silence parce que c'est pour plein de raisons qui sont expliquées dans le film. C'est génial, quoi, parce que cette distance vis-à-vis de l'événement donne une espèce de franchise, de sincérité vis-à-vis de la manière dont d'un coup on regarde ces images, on se dit putain, mais c'était quand même bizarre à l'époque, quoi. Enfin, ce qui s'est passé, c'était quand même fou, en fait. Donc voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça, et c'est un film que j'ai adoré. Donc je remercie Netflix. Ouais, bah, c'est un film Netflix, il n'est pas sorti au cinéma, mais il mérite d'être dans mon top pour moi, il n'y a pas photo. Numéro 2, c'est un film auquel j'ai donné 5 étoiles cette année, il y en a 2 auxquels j'ai donné 5 étoiles, et le premier, c'est La La Land de Damien Chazelle. Donc La La Land, un film énorme, une maestria de mise en scène, voilà, un film qui est surprenant dans ce qu'il raconte, qui est surprenant dans sa mise en scène. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, le mec a un talent fou. C'est pas tape à l'œil, et à la fois ça l'est, et à la fois c'est pastiche, et à la fois ça l'est pas. Enfin, ça raconte, ça survole le cinéma à l'heure actuelle en termes de maestria de mise en scène. C'est énormissime. La BO, moi, elle m'est restée. Toute l'année, je l'ai eu en tête. Toute l'année, je l'ai réécoutée à divers moments de mon année. C'est vraiment la BO qui a rythmé mon année, celle de La La Land, pour moi. Voilà, non, il y a des choses énormes. Je trouve que les comédiens sont magnifiques et l'histoire et cette fin et ce message, cette ode à la mélancolie, ce conflit entre être un artiste et l'amour et la manière dont on appréhende ça et la manière dont on rêve sa vie, dont on imagine sa vie, si on avait fait des choix différents, si on était allé au bout de nos rêves ou pas, qu'est-ce que c'est aller au bout de ses rêves, qu'est-ce que c'est que son rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Enfin, tellement de choses abordées dans ce film de manière magique et de manière magnifique, de manière limpide, fluide, avec cette mise en scène, avec cette caméra qui se booste dans tous les sens, mais qui à la fois donne pas le tournis pour autant, avec cette tendresse entre ce duo qui a une alchimie, mais inégalée à l'heure actuelle, Emma Stone et Ryan Gosling. Voilà, c'est le film, j'ai fait une longue critique dessus où je m'enflamme à mort, mais je garde l'enflammade. Pour moi, c'est un magnifique film postmoderne qui raconte, qui est vraiment le produit de notre époque. Et pour moi, c'est le film le plus représentatif des années 10. Je pense que ce sera La La Land, à mon humble avis. Voilà, c'est cette espèce de film patchwork de tout ce qu'on a fait avant, et qu'on retranscrit dans un esprit doudou, nostalgie, beauté, pour un message hyper pessimiste. Enfin, c'est génial en fait. Enfin, c'est vraiment un film fou. Et j'adore ce film. Donc voilà, La La Land, clairement numéro 2 de mon top 2017. Et le number 1, bah écoutez, j'ai un peu grillé la surprise, mais c'est l'autre film auquel j'ai donné 5 masques. C'est Dunkerque de Christopher Nolan. Je trouve que ça a été l'expérience cinématographique la plus puissante de l'année. Cinématographique dans tous les sens du terme, visuellement, sonore, au niveau de l'immersion dans une aventure. C'était clairement là où je n'ai pas décroché mon fauteuil. Je ne suis pas sorti du film une seule seconde. J'adore les partis pris qu'a fait Nolan. Pour moi, son film est limpide, hein, ses 3 temporalités, la manière dont il nous le présente. Enfin, c'est énormissime. Le principe de ne pas présenter les personnages, de pas donner de backstory pour en donner. Ça raconte quelque chose voilà, sur la guerre, sur l'anonyme, le côté anonyme de la guerre, le côté que ça pouvait être ton cousin, ton frère, quelqu'un que tu connais pas, que c'était un jeune gamin qui était à la guerre et qui avait rien demandé, mais qui était, on ne sait pas qui c'était, mais on va le suivre quand même. Et la prise de risque de Nolan, quoi. Putain, la prise de risque du mec, quoi. Le mec te sort un film à l'opposé de ce qu'il faisait avant, dans plein de domaines. À la fois, il se dénature pas du tout. Il est totalement dans son cinéma, avec ses marottes, avec son obsession sur le temps, cette musique de Hans Zimmer qui rythme le film de manière mais viscérale. C'est-à-dire que c'est vraiment... Il y a une alchimie entre la musique et le film qui a pas été égalée pour moi cette année, vraiment... Enfin, les deux ne font qu'un et sont indissociables l'un de l'autre, et c'est la plus belle harmonie entre un film et sa musique de l'année. Les interprétations sont toutes magistrales. Je trouve que vraiment, voilà, pour moi, c'est même pas... sûrement le film a des défauts, mais j'arrive pas à les voir. C'est que j'ai tellement vécu quelque chose au cinéma qui est de l'ordre de l'expérience que je peux pas être là à pinailler, quoi.
Enfin, tu sais, je suis au-delà de. Sur ce film-là, je suis au-delà du pinaillage, du ah, mais j'ai pas compris ça, ou ça, j'ai peut-être pas trouvé ça crédible, ou ah, mais le mec, il est peut-être pas. Les Français, on donne une mauvaise image d'eux et tout. Mais j'étais tellement là à vivre ce qui se passait dans le film que oui, bah, les Français, écoute, ils sont comme on me l'a montré dans le film. Enfin, voilà, qu'est-ce que j'en ai à branler que ce soit historiquement adéquat ou ce n'est pas le propos. Enfin, pour moi, dans le film, c'était pas le propos. J'étais avec ce soldat à ce moment-là, j'étais avec Tom Hardy dans les airs et j'étais avec l'autre dans son bateau et puis voilà quoi. Et puis voilà, enfin, la cohérence historique, le je sais pas quoi, c'était juste accessoire pour moi. Et alors là, en plus, les plans où franchement, t'as des plans, mais je m'en souviendrai toute ma vie, moi. Des plans où t'es dans l'avion et l'avion il bombarde des bateaux et tout ça, c'est vraiment fait devant toi. Enfin, le il y a des gens où ils m'ont dit, enfin, c'est un des films où franchement, le fait de pas faire des effets numériques de manière abondante et quasiment que des effets physiques, je trouve que c'est un plus non négociable. Enfin là, ça apporte quelque chose au film qui fait que j'y a des plans où bah, tu les reverras peut-être plus jamais dans l'histoire du cinéma. Enfin là vraiment, c'est... Enfin si, grâce à Nolan, mais je veux dire, ça faisait très longtemps que tu les avais pas vus ces plans-là. Des plans où des bateaux se font exploser devant toi par un vrai avion et que t'alternes entre une vue du vrai avion et toi qui es dans l'eau. Enfin, cette multiplicité des points de vue pour des actions sur des vraies choses physiques qui se passent, c'est énorme ici, mais et ça se fait plus au Cinoche, quoi. Donc voilà, donc Nolan pour moi, pour la prise de risque, pour l'expérience, pour tout, c'est pour moi le film de cinéma de l'année, c'est Dunkerque. Après, je l'ai vu dans des conditions optimum. Je pense que voilà, je l'ai vu en IMAX. C'était ce qu'il fallait faire, c'était ce qu'il fallait voir. J'ai pas eu ce problème de format avec le changement de format et tout ça parce que je l'ai vu en IMAX. Donc j'ai pris le film comme il fallait le voir, quoi, et avec le son qui m'a décalqué. Bref, un chef-d'œuvre absolu pour moi, il n'y a pas à dire. Et d'un réalisateur que j'adore, donc en plus le mec m'a pas déçu, donc c'est vraiment. J'avais une énorme attente et il a totalement comblé mes attentes en me surprenant énormément. Donc bah, j'ai rien à dire, à part que je trouve ça énormissime, Dunkerque. Voilà, je trouve ça énormissime. Donc voilà, c'est tout pour mon top. Alors il y a des films qui auraient pu mériter d'être dedans. J'ai hésité à mettre Logan, mais alors Logan, je trouve pas le film génial. Je trouve ce que le film représente énorme en fait. Mais je trouve que le film en lui-même il y a beaucoup de défauts. Il n'arrive pas à m'embarquer. Je trouve pas le rythme parfait. Voilà. Mais je trouve que c'est un vrai film intéressant, Logan. Voilà, sur ce qu'il raconte c'est le premier vrai film de l'ère Trump au final. Il raconte l'Amérique qui est qui est vraiment divisée en deux, avec les riches d'un côté, les pauvres de l'autre, avec ce mur qui les sépare du Mexique. Il y a vraiment un rapport à Trump évident. Il y a ce rapport biblique à la mythologie X-Men. Il y a la manière de traiter un personnage de cette manière-là. Enfin, de refaire un film de super-héros intimiste, sérieux, premier degré, R-rated. Enfin, beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans Logan. Donc, il aurait pu être dans mon top. Mais le film en soi me plaît pas plus que ça. Mais j'adore ce qu'il représente, mais j'aime pas le film. Enfin, voilà. Il y a Baby Driver que j'ai bien aimé, mais qui a été un peu une déception et que j'arrive pas à adhérer au point de le mettre dans un top comme les gens se tapent le cul de par terre dessus, quoi. Je trouve que le film a vraiment des bons trucs et a une ambition de mise en scène folle et propose des choses qui n'ont jamais été vues avant aussi, mais je trouve pas non plus l'entièreté du film magnifique, quoi. Et il arrive pas à m'embarquer à fond tout le temps, partout. Enfin voilà, c'est pas. Il y a des choses intéressantes. C'est vraiment un mec qui a du talent, Edgar Wright, et donc j'adorerais aimer son film, mais je n'ai fait que l'apprécier. Voilà, il y avait Le Roi Arthur, que j'avais mis dedans, parce que je trouvais que Guy Ritchie était voilà, un vrai blockbuster d'auteur à la con, génial, primaire, jouissif, mais je l'ai vu 2 fois, et à la deuxième lecture, bon, tu vois vraiment passer le côté plein la gueule de du premier visionnage, tu perds un peu, mais il y a quand même des choses énormes. J'ai trouvé la BO géniale et j'ai trouvé l'acteur principal, j'ai oublié son nom là, vraiment vraiment cool. Donc il y avait pas mal de films comme ça qui auraient pu être dans le top. Il y a Silence de Scorsese, j'ai hésité à le mettre dans mon top. Après voilà, au final je me rends compte que j'avais adoré sur le moment, j'ai trouvé que c'était un film qui me fait énormément réfléchir, mais avec du recul, tu vois, je pense que je l'ai un peu oublié au fur et à mesure de l'année. Donc j'ai mis des films qui m'ont un peu plus parlé, des films un peu plus populaires aussi. Enfin, je sais pas, je l'ai exclu du top. Silence au dernier moment, vraiment pour mettre Star Wars. Vous voyez, j'avais envie de parler de Star Wars aussi. Voilà, j'avais envie qu'il soit dans ce top parce que
Parce que voilà, j'ai mis du temps à me décider sur Star Wars et je trouvais ça important qu'il y soit. J'aurais pas mis du tout La Planète des Singes, le 3. Je trouve que c'est pas le meilleur volet de la trilogie. J'adore les 45 premières minutes de ce film de La Planète des Singes, le dernier là. Mais je trouve que la fin, tout le côté évasion fonctionne pas. Alors que, par contre, voilà, je trouve que c'est une excellente trilogie et je trouve que le personnage de César est gigantesque. Vraiment, ça c'est clair que c'est un des meilleurs personnages de tous les temps, César. Et donc c'est dommage de ne pas avoir fait un film aussi complet, aussi ambitieux que ce que le début laisse supposer. Mais bon, voilà. Donc un peu déçu par La Planète des Singes, mais je sais qu'il va être dans pas mal de tops. Voilà, je sais pas ce que j'aurais pu mettre d'autre. Alors il y a plein de films que j'ai loupés. J'ai pas vu des films, j'ai pas vu le Ghost Story, j'ai pas vu le dernier Ridley Scott. J'ai pas vu un film comme Ava, qui est un film français que beaucoup de gens ont mis dans leur top. Voilà, j'ai dit le Dupontel, je le mets pas parce que j'ai lu le bouquin et que j'ai pas réussi à être embarqué plus que ça, encore une fois, malgré le fait que le film soit très bien fait. 120 battements par minute, beaucoup de gens vont le mettre aussi. Je pense que moi, j'ai un problème avec ce film aussi. Donc voilà, si vous me le demandez dans les commentaires, je vous l'exposerai peut-être. Non, bah écoutez, c'est tout. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer cette année avec vous, de voir des bons films. Je vais faire une vidéo bilan juste de l'année pour résumer un peu si c'était une bonne ou une mauvaise année en termes de cinéma. Donc ce sera une autre vidéo que mes tops et mes flops. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les autres tops, les autres flops. Voilà, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que faut partager cette vidéo si vous l'aimez, si vous l'appréciez, si vous appréciez ma chaîne, faut la faire partager. Parce que c'est le meilleur moyen de faire en sorte que j'améliore mon contenu, que je propose des choses encore plus intéressantes, des choses plus poussées. Voilà, si vous vous rendez pas compte du pouvoir que vous avez grâce au fait de pouvoir de partager, de vous abonner, de liker, de commenter, tout ça, ça fait vivre une chaîne et c'est vraiment intéressant. Je vous remercie énormément pour cette année, vous, les gens qui me suivent quotidiennement. Voilà, je trouve que vous avez été les gens fidèles. Vous avez été géniaux. Des fois on s'est frité dans les commentaires, des fois on s'est pas frité, des fois vous m'avez appris plein de trucs. Ça a été une année hyper instructive. Je vais faire une vidéo dédiée à ça de toute façon. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir fait grandir cette année. C'était super. C'était vraiment une super année pour ma chaîne. Donc bah écoutez, j'espère que l'année prochaine sera encore mieux. En tout cas, j'ai beaucoup d'ambition, je vais faire beaucoup de débats, comme vous avez pu le voir avec les d'autres youtubeurs. Là, je vais essayer de faire ça de manière assez récurrente pour pas être tout seul derrière ma caméra, quoi. Pour faire tourner un peu la parole et essayer d'aller au fin fond de la quintessence de ce qui fait un bon ou un mauvais film. Voilà, c'est ma quête l'année prochaine. C'est ma quête. Bah, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bonne toile!